Oyez, oyez, nous sommes mardi et nous sommes très heureux d'être à nouveau chez vous à la maison. Vous êtes très nombreux à nous regarder, chaque jour plus nombreux. Et je pense que c'est notre petit challenge, c'est notre grande satisfaction de savoir que tous les soirs, vous êtes plus nombreux à nous regarder. Merci, merci beaucoup, merci Thierry, merci. Alain Toussaint est avec nous, bonsoir Alain, comment allez-vous? Bonsoir Brice, je vais bien vous-même. Ça va très bien Alain, merci beaucoup. En forme? Oui, ça va. Bien, merci. On a eu une petite radiation sur Internet hier, donc ça va, on est comment ils appellent ça? En général, quand vous faites l'actualité sur Internet, Ça dit ça? On a cassé le trend. net. Un trending. On est en C'est comme ça qu'on dit? tendance, Yeah. Ouais, c'est ça. En Bonsoir tendance. Madame Bleu. Ouais. Bonsoir Brice. En rose. Yes. Bien. La panthère. La panthère. On parlera de panthère au cours de cette émission, je peux vous le dire. Ah bon? Oui. C'est pas Guimérois, c'est les panthères? Ouais, je pense qu'il y en a là-bas. Voilà, moi aussi. Bonsoir Daouda, comment allez-vous? Bonsoir mon Brico, je vais très bien et toi? Ça va très bien. Tu es sûr que ça va? Pourquoi Daouda? Pourquoi? Est-ce que tu es sûr que ça va? Écoutez, ça va. Parce que je sais qu'il y a quelques semaines, nous on était à Alger, mais bon aujourd'hui, est-ce que ça va à Guibérois? Bon, allez, je vais faire ça comme ça. On va tout de suite entamer avec ma grande révision et c'est Daouda qui fera la grande révision aujourd'hui. Eh bien, pour la grande révision de Brice, l'Africa Sport National d'Abidjan a été copieusement battu par Agi pour Guibéria, 3-2. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je vous avais dit sur ce plateau depuis longtemps que l'Africa Sport est un club qui est voué à jouer au Tchentchen prochain de Jonathan Morrison. J'espère qu'ils vont rester en 2-2, pourquoi pas au Tchentchen. Mon Brico, ça va un peu? Oui, alors, à propos de l'Africa Sport, il faut dire que nous n'avons pas dit notre dernier mot. En fait, le mot ne dépend pas vraiment de nous en ce moment, je veux dire. Parce qu'en vérité, rien n'est encore perdu. D'autant plus qu'il nous reste encore un match contre un club que je ne vais même pas citer pour leur donner de la force, mais l'Africa a un dernier match. Mais en fait, notre inquiétude, qui est l'inquiétude de toute la Côte d'Ivoire, parce que c'est comme ça qu'on a toujours fonctionné, on est dans les calculs politiciens, sportifs, culturels. Le dernier match de l'Africa Sport... De Zoman FC. Voilà. Parce que le dernier match de l'Africa Sport est obligé de gagner. Oui. Et Zoman FC ne doit pas gagner. Donc, Voilà. étant donné que Zoman FC est le signe indien de l'Africa Sport, je suis sûr pratiquement à 400%. Pour parler comme un politicien, j'ai même ma main à couper que l'Africa Sport ne passera pas parce que Zoman FC va battre son adversaire. Ça, c'est sûr. On ne se moque pas impunément des mimos. Une main a été présentée sur ce plateau. Élisée Bolugbo, que j'invite à me rejoindre maintenant parce que je l'ai gardé pour la fin, va être celui qui va apporter de la lumière, qui va donner de l'espoir aux membres associés. Un grand supporter de l'Africa Sport. Élisée Mimo. Non, je sais, mais il est objectif. Il ne peut pas être... Il va donner de la lumière aux membres associés. Non, c'est nous les supporters les plus Élisée. Je pense que Daouda a passé son temps. Est-ce qu'on a nos chances? L'Afrique a bel et bien ses chances. Merci Élisée. C'est le football. Le football, c'est la réalité du rectangle vert, les 90 minutes. Merci là-bas. Voilà. Et je pense que l'Africa aujourd'hui a le dos au mur. Et je crois que la volonté de l'Africa, c'est de jouer la Ligue 1 l'année prochaine. Oui. Parce que déjà, la Ligue 2, ça n'a pas été facile. L'Africa n'envisage même pas poursuivre la Ligue 2. Donc je suis convaincu que l'Africa, en tout cas, se battra. Maintenant, comme je le dis, c'est la réalité des 90 minutes. La réalité du rectangle vert qui va sceller le sort de l'Africa. Moi, je crois que l'Africa peut passer. En fait, je pense crois que l'Africa peut passer. Élisée, tu caresses un doux rêve, mais ce doux rêve sera douché très rapidement parce que l'Africa Sport, qui peine depuis des années, ils ont des problèmes Daouda, tu de fais du trésorerie. En fait, Daouda a Non, peur je que viens. l'Africa monte en première division parce qu'à partir du moment où... Bon, Guibérois, on a qu'à en parler un peu quand même. Parce que Guibérois, l'équipe réserve de Guibérois a battu l'Africa Une région, Sport. la région de Blé-Goudé. Non, mais je pense que quand même avec le score, on a un score L'équipe de réserve 3 de 3 à l'Africa 2. est- On a oui. quand même un score de 3 à 2. Bravo, Madame Bleu. C'est quand même... L'Africa a quand même fait des efforts quand même. De quel effort vous parlez? Oui, quand même. Si c'était On leur a 3 donné à un 0, pénalty qui n'existait même Ça, pas. c'est un commentaire, c'est un Si commentaire, c'était 3 à Daouda. 0, ok, ça aurait été différent. Mais là, quand même, on sent quand même qu'il y a eu des efforts qui ont Mais été faits. vous nous parlez de l'Africa Sport d'Abidjan, grand club ivoirien devant l'éternel, Oui. qui s'est fait battre par un club de... Franchement, c'est maintenant qu'on Attention entend à vos parler. mots, hein. C'est un club de Oui. Ligue 2. Un club de... Oui, un club d'une autre division, en fait, à la limite.
Voilà. En droit, ça s'appelle... Préjugé. Non, c'est pas ça. L'interprétation. Nous sommes dans un cas d'itératif défaut. C'est ça. Alors, bon, apparemment, Guy Bérois ne porte pas chance à l'Africa, puisque samedi, mon centre de formation, De Guy Bérois aussi, notre non? centre de formation, l'Atlético, a battu l'équipe réserve de l'Africa, qui s'est rendue donc à Guy Bérois pour un match amical, 2-0. Mais l'équipe a bien joué. Hein. Les joueurs de l'Africa ont bien joué. Mais ça pourrait s'expliquer, Alain. Oui, Ça pourrait s'expliquer parce que quand on part aux origines de l'Africa, c'est ça. on pourrait comprendre pourquoi est-ce que l'Africa n'arrive pas à vaincre les équipes réaliser de ça. cette zone-là. De cette zone, parce que c'est la famille. Oui, parce que l'Africa, pour l'histoire, Oui. c'est le club sportif BT, BT, à l'origine. exactement, Voilà, exactement. donc quand l'Africa se retrouve dans le fief de ses ancêtres-là, si elle peut m'exprimer ainsi, c'est difficile que l'Africa ça. batte. Maintenant, Donc, ça s'explique. C'est l'analyse la plus pertinente En de fait, toute l'émission. je te- Allez, c'est terminé. Je Allez, on vous va passer à autre promets, chose. chers téléspectateurs, que Élysée, il est en train de faire son turiféraire face à Brice, parce que je ne sais pas qu'est-ce qu'il attend de Brice, mais je suis sûr, connaissant Brice, il lui a promis quelque chose. Voilà. Maintenant, pour l'intérêt du foot, ce serait bien que l'Africa retourne en première division. Ouais, ça quand même. Voilà, parce qu'on Ouais, a ben ça vraiment serait hâte bien de revoir les oppositions, Africa, ASEC. Oui, nous sommes d'avis avec vous, mais Pour maintenant créer que une ça, vraie émulation. il faut que ce soit mérité au final. Très C'est bien. cela mérité. On va prier pour l'Afrique. Merci les amis, merci beaucoup. Franchement, ça me touche, hein, ça me touche. Autant d'amour pour l'Africa Sport. Allez, on va faire que les questions d'information politique du jour. Notre info numéro 1 concerne le PDCI qui lui met en garde contre toute forme de velléité de candidature. Je vais faire l'allusion des candidatures indépendantes. Alain Toussaint, on avait évoqué sur ce plateau, justement, cette question des candidatures indépendantes et particulièrement celle au PDCI. On se rappelle bien que, j'ai envie de dire, l'un des symboles de ces velléités de candidature indépendante, c'est le cas Yasmina Ouyen. Oui, déjà, je voulais relever l'abus de langage, malheureusement, qui est même utilisé par les partis politiques. Candidat indépendant. Non, on dira plutôt candidat dissident. C'est celui qui se met en rupture avec le mouvement auquel il appartient pour s'engager dans une voie qui n'est plus celle de son parti. Le candidat indépendant, c'est celui qui n'a pas d'étiquette politique, c'est celui qui n'appartient à aucune formation politique et qui se lance dans la campagne sur la base de son propre programme. Alors, donc, c'est un dissident qui Voilà. devient Donc, un indépendant après, s'il veut. Oui, mais qui appartenait à un parti politique, donc il est dissident, il est en rupture de banc. Pour partir Voilà. en candidature indépendante. Mais non, en candidature dissidente. Non, mais au niveau de la Bon, Moi, c'est position... qu'Alain veut dire. Oui, en fait. mais je veux dire, le terme aussi est valable à partir Non, du moment où il est dissident. Mais quand il est dans une élection, Oui. là, il est considéré comme un candidat indépendant. Est-ce que le terme n'est pas un peu fort, dissident, parce qu'il est toujours membre du parti, Non, mais pas en Ça candidature va être le débat. Ça va libre, être, voilà. ça va être Plus pour la question longtemps, posée. puisque le PDCI, le RHDP et même d'autres envisagent d'exclure ceux qui iraient Donc c'est un seuls, nouveau terme, on pourrait voilà, dire, pour aux les élections. candidatures Moi, je pense plutôt indépendantes. que ce sont les candidats dissidents. Quand ils appartiennent à des formations politiques, ils sont en dissidence avec le parti. Et effectivement, le PDCI a décidé de prendre le taureau par les cornes et je pense que c'est une bonne initiative parce qu'il y a ce qu'on appelle la discipline de parti. Un parti, c'est une organisation. Il y a un président, il y a des secrétaires généraux, il y a un bureau politique, etc. De nombreux vice-présidents. Très nombreux vice-présidents, notamment au PDCI. Et l'élection, c'est un moment important pour ces organisations politiques. Donc, il faut se plier à la discipline du parti. Maintenant, celui ou celle qui décide d'aller seul, sans le parti, devra assumer cette aventure. Et je pense que les partis aussi se sont rendus compte lors des précédentes élections que c'est dissidence, mais ces candidatures indépendantes effritaient un peu l'harmonie, donc la cohésion même du parti, parce qu'au final, oui, on avait des indépendants, mais pour certains qui, lorsqu'ils étaient élus, revenaient finalement rendre leur victoire à leur parti. Donc au final... Ça représentait une forme de pied de nez quand même. Voilà, au de parti, pied de vous nez avez pour dire choisi oui, quelqu'un. je peux évoluer Voilà. sans vous, mais bon, je vais Ou revenir bien quand même. vous vous donner êtes ma trompé dans le victoire. choix du candidat Exactement. que vous avez pris. Alors qu'on peut partir en rang, au lieu de partir en rang dispersé, on peut partir de façon unie et surtout respecter la discipline du parti. Ben, Alors, moi, je Daouda, pense que sur oui. les chiffres, justement, je pense que vous allez réagir. Par exemple, au PDCI, sur 395 postulants, ce sont que 167 candidats qui ont été retenus après analyse des dossiers, oui. dossiers. Justement, le reste, là, il fait peur. Comment on les gère? Ça mieux vaut leur dire ne partez pas ailleurs. Non, ce n'est pas une question de dire ne partez pas forcément ailleurs. Mais je veux dire, aujourd'hui, cette élection régionale, couplée régionale, municipale, ça prépare 2025. Donc, chaque QG est en train de se préparer
pour faire le lit de 2025. C'est l'élection présidentielle qu'on est en train de jouer là actuellement. Alors, et c'est pour cette raison montrez-nous le lien justement entre les indépendants et l'élection présidentielle. Mais parce que, comme Mme Bleu le disait tantôt, dès l'instant que, prenons le cas de Cocody, ça c'est un cas pratique que tout le monde connaît, on est tous contemporains de ce cas. Il y a un maire sortant qui s'appelle M. Yassé, qui est là, qui a un bilan. Mme Yassé a demandé à être, comment on appelle ça? Mme Yasmina Ounier a décidé d'aller, comment on appelle ça, déposer ce dossier pour être candidate, candidate du PDCI. Mais elle n'a pas eu le quitus du PDCI. Elle décide d'aller en candidature indépendante ou dissidente. C'est selon les thèmes que chacun veut utiliser. Mais n'empêche que si les deux vont, on va aux élections le 2 septembre, finalement, étant donné qu'elle vient du PDCI et que Yassé vient du PDCI, c'est les voix du PDCI qui s'effritent pour un autre candidat. Je veux dire, c'est ce que chaque parti politique veut éviter. Mais moi, pour moi, je pars du principe qu'aujourd'hui, on pourrait éviter ça dans chaque parti politique si les partis politiques aujourd'hui décidaient de faire des primaires en interne pour que leurs partisans puissent choisir le candidat qu'ils veulent à leur tête. Mais malheureusement, ce ne sont pas des primaires qui sont organisées dans les partis politiques. Les partis politiques désignent le candidat qu'ils veulent. Je ne sais pas selon quelle clause, selon quel contrat finalement, je ne sais pas. Ils présentent des dossiers. Voilà, on présente des dossiers. Mais s'il y avait eu des primaires, parce qu'au-delà de tout, ce sont des gens en région, dans ces circonscriptions-là, qui votent. Peut-être que le candidat que le parti veut, ce n'est pas ce que le peuple veut. Est-ce que les primaires, ça ne va pas demander beaucoup d'efforts parce que c'est des moyens surtout. Il y a différentes régions. Financiers. Ça va demander des moyens financiers supplémentaires à chacun des partis et peut-être même des efforts, alors qu'il faut garder ces efforts pour d'où le choix du président du parti de faire cette élection. Je posais la question sur la question des primaires, la proposition que Daouda a faite. Ça évite également qu'on soit obligé de sortir des communiqués et puis qui laissent transparaître une forme d'implosion qu'on cherche à éviter, qu'on cherche à contenir dans les différents partis. Non, la logique, hein, comme je pense, aurait voulu, mais je pense que pour l'histoire de la Côte d'Ivoire et pour ceux qui suivent plus ou moins l'actualité politique en Côte d'Ivoire, je crois qu'il y a des zones quand même où on pourrait faire l'économie des primaires. Ça va de soi que le leader, il est vraiment naturel, tout le monde le connaît, il est même plébiscité. Ah, mais ça... Peut-être, oui, ça existe. Dans les différents partis, il y a des leaders qui sont incontestés dans des zones et dans des régions. Qu'on le veut oui ou non, c'est une réalité. Il arrive aussi des zones parfois où effectivement, il y a une question de leadership qui s'impose parce que certaines personnes, ou bien il y a des problèmes de leadership entre des cadres, ça peut peut-être donner droit ou lieu à l'organisation des primaires pour essayer éventuellement de voir comment les départager. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait. Mais quand on n'a pas fait tout ça, quand on a évité tout ça et que le parti, dans ces instances, s'est réuni et finalement a décidé que ceux-ci soient les candidats, je pense que, comme Alain le disait, à la lumière de la discipline du parti et pour une question de cohésion. Parce qu'en fait, au-delà de tout, il ne faut pas qu'on voie... Ce qui nous envoie souvent dans ces genres de choses, c'est la question d'ego. C'est justement, pour moi, c'est vraiment une véritable question d'ego. Parce que si le parti s'assoit, le parti te dit, bon, OK, toi, tu n'es plus candidat, un tel est candidat, je crois que l'attitude, la bonne, c'est de dire, OK, je me range au regard du principe de discipline de parti, je me range. Pardonnez-moi de vous arrêter là. Je vous pose une autre question, Alain. Vous aurez peut-être l'occasion de prendre la parole. D'accord. Et Élisée parlait tout à l'heure des choix de candidats. Est-ce que ce qui est en cause ici, ce n'est pas comme dans certains partis, ce qui est dénoncé, c'est la manière dont certains candidats sont choisis? Oui. Quand on observe, par exemple, du côté du RHDP, la priorité est faite aux candidats qui sont déjà présents au gouvernement. Donc, il y a une certaine notoriété, une certaine présence sur le terrain. Cette assise financière. Voilà, une assise financière, bon, je ne sais pas, on suppose que c'est le parti qui finance la campagne électorale. Et cette multiplication de candidatures dissidentes est selon les partis politiques. Vous prenez le parti qui est au pouvoir, forcément, ça aiguise les appétits. Parce que c'est plus commode, c'est plus facile d'avoir, comment on dit, le support du parti pour aller à l'élection ou aux élections municipales et régionales. Parlons du PPSCI, par exemple. Le choix du candidat, par exemple, là-bas, à Ouagadougou, pardon, a surpris plus d'un. Oui, évidemment, mais on aurait su constater qu'en dépit de son exclusion, il n'a pas décidé d'aller aux élections. Et ce phénomène d'indépendant, on va utiliser le terme si vous voulez, est moins prégnant au PPACI, dans une moindre mesure au PDCI, mais c'est plus marqué au RHDP,
parce que c'est le parti qui est au gouvernement. Et qui plus est, il est servi par le découpage électoral. Donc il y a des circonscriptions où on estime que le jeu étant déjà fait d'avance, donc forcément, des personnes veulent se positionner dans ces zones-là. Ou Donc, peut-être l'analyse, ou peut-être que dans certains partis, ils ont une meilleure façon de gérer la sourdine, mieux que les cas qui sont explosifs que dans d'autres. Non, je vais juste terminer. Au RHDP, on a entendu le patron du parti, en tout cas l'un des patrons, M. Bakongo, menacé d'exclusion. Voilà, ceux qui persisteraient à, comme on dit, à venir se poser comme candidat. Et donc, je pense que les partis, RHDP, PDCI ou même le PPACI, n'acceptent pas que des personnes ne se plient pas à la discipline du parti. Et je pense que c'est une bonne chose parce que quand, Daouda, juste des mots, vous êtes dans une organisation. Si les règles de l'organisation ne vous conviennent pas, ben vous partez. C'est terminé. Au lieu de venir brouiller ou embrouiller la population, menez votre campagne politique, allez-y aux élections, si vous gagnez, tant mieux pour vous. Mais le parti, en tant qu'organisation, ne peut plus s'accommoder d'indiscipline qui le dessert. Mais en même temps, quand on dit ça, il faut aussi qu'on puisse quand même l'analyser sur, quand même, je dirais, plusieurs élections. Si on constate que les élections qui sont généralement faites chaque 5 ans, on se retrouve dans un tel schéma et que les proportions ont tendance à augmenter, je crois que là aussi, ça peut interpeller les partis. C'est une manière, ils peuvent comprendre au travers ce fait-là qu'il y a nécessité peut-être de revoir encore le mot de désignation, où il y a nécessité de vraiment avoir beaucoup, ou bien d'ouvrir plus le dialogue avec les militants pour pouvoir mieux comprendre les aspirations des uns et des autres avant de désigner les candidatures. C'est vrai que quand on regarde aujourd'hui ce qui se passe dans les différents partis, comparé à 5 ans en arrière ou bien comparé à 10 ans en arrière, on sent qu'il y a moins, il y a vraiment moins de friction, il y a moins de, je dirais moins de tension en termes d'indépendants et autres. Le nombre a sensiblement diminué. Donc je pense que les uns et les autres ont compris qu'il fallait ouvrir le dialogue, qu'il fallait discuter et qu'il fallait surtout écouter les militants. Parce qu'en réalité, au final, je pense que quand on met un candidat, c'est en réalité pour glaner des voix, mais on compte sur ces militants-là. Or, ces militants ont une équation personnelle avec les candidats. Moi, je suis d'une localité, je n'ai jamais vu quelqu'un, ou quand on était dans des besoins, même logistiques, ou quand on avait des besoins d'appui, on n'a jamais vu quelqu'un réagir. Et puis du jour au lendemain, on lui dit, bon, on veut qu'il vienne nous gouverner, on veut qu'il vienne régner sur nous. Mais quelqu'un qui, depuis, alors qu'il n'était même pas encore à ce poste-là, n'avait aucune attention pour nous. Mais vous pensez que c'est quelqu'un qui sera là qui va commencer à s'occuper de nous? Quelque part, on est redevable finalement à celui-là qui était à nos côtés à chaque fois. Donc ça aussi, c'est des discours qu'il faut entendre en fait. J'ai d'abord pour la suite. Mais en fait, ce que moi, je veux dire la question, c'est que moi, j'entends ce que tu dis, mais à la vérité, ces candidats-là, moi, je trouve qu'ils ne font pas preuve d'un sérieux dans la mesure où, quand on va faire le dépôt des dossiers dans nos partis politiques, vous signez des chartes pour dire, au cas où je ne suis pas retenu, je m'engage à respecter la discipline du parti. Mais dès l'instant que tu n'es pas pris en compte et que c'est un autre candidat, automatiquement, tu t'élèves, tu dis non, je vais aller en candidature indépendante. J'estime que, 1, ça ne fait pas sérieux, 2, on ne peut pas te faire confiance. C'est ce que ça veut dire. Et donc, sur le terrain, ça ne sert à rien même que tu partes être candidat pour ce parti-là. Et comme le disait M. Alain, je vais dire, au-delà de tout, si tu estimes que tu as été lésé, tu décides de dire, je ne fais plus membre de ce parti, je m'en vais, je suis indépendant à vie et c'est fini. C'est aussi clair que bonjour. Et puis pour revenir sur ce que Élisée disait, je pense que ce sont des partis qui ont quand même de nombreuses années d'existence, donc forcément il y a une connexion avec la base. C'est vrai qu'on a le modèle de faire des primaires n'est pas forcément la meilleure des méthodes parce que ça va demander beaucoup de temps, mais je pense que forcément les chefs de parti, les dirigeants de parti, leur bureau exécutif communiquent avec les bases. Le choix des candidats selon les circonscriptions ne se ferait pas dans l'absence de connexion avec la base, de représentants sur le terrain. Donc forcément, il y a quand même un avis qui est pris sur le terrain pour comprendre un peu les attentes donc, des militants qui sont sur le terrain, leur choix, leur proposition. Mais après, au final, c'est le président du parti qui finalement fait son choix définitif selon le découpage, selon l'importance ou le leadership même du candidat qui peut représenter le parti dans la zone. Et voilà, au final, quand on signe une charte pour se présenter en candidature, il faut respecter également tout ce qui est mentionné dans la charte en fait, du parti. Voilà, et puis ces velléités de candidature en dehors du parti, on l'a dit tout à l'heure, étaient marquées dans certaines régions du pays. Quand vous regardez dans le district d'Abidjan, en tout cas les 10 communes ou les 11 communes de la capitale, vous aurez constaté qu'il n'y a pas de candidature dissidente.
en dehors du PDCI avec Mme Onyen. Voilà. Mais les autres partis, voilà, c'est le choix qui a été fait, qui est respecté, accepté par tous. Parce qu'ici à Abidjan, l'élection n'est pas jouée d'avance. Donc on est obligé d'être unis derrière le candidat qui sera choisi, au risque de perdre. Or, dans certaines localités du Nord, compte tenu du découpage, on l'a dit tout à l'heure, il n'y a quasiment pas d'enjeu principal, peut-être sur la participation, mais on sait par exemple qu'il y a certaines régions où c'est le RHDP qui gagnera. Et c'est là-bas justement qu'il y a des velléités de dissidences où des personnes estiment qu'elles sont plus légitimes que d'autres à apporter l'étiquette du parti. Fait quelque chose sur Voilà, parce voilà. qu'elles savent que le résultat sera forcément un bon résultat pour le parti. Owel Adaye nous dit sur nos pages de réseaux sociaux, un parti politique, c'est la discipline. Yedi Ouattara et Dominique Yaba également s'expriment sur cette question, d'accord avec Madame Bleu. Alphée Bamba nous dit, bon, enfin j'adore cette émission, c'est des grands débats. Alors quelqu'un a dit, tu es indiscipliné, tu dégages. Oui, c'est comme un match de football. Je veux dire une équipe de football. Je prends l'Africa Sport, l'équipe de FC. Je veux dire si, pour le match, On doit faire un remplacement. on doit faire, même pas un remplacement, les 11 qui sont sélectionnés. Et vous, toi, le joueur, tu considères que aujourd'hui, tu devais jouer comme attaquant parce que tu es le meilleur attaquant de l'équipe. Tu penses que tu es le Je meilleur. ne suis pas d'accord avec le choix de l'entraîneur. Tu n'es pas d'accord avec le choix de l'entraîneur. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas t'imposer quand même dans le match. Tu vas quand même venir jouer contre le choix du sélectionneur. Non, c'est la Souvent, moi, discipline. encore, c'est l'attitude, c'est certaines attitudes d'indépendants que je ne comprends pas. Pour dire, bon, on n'est pas d'accord, donc on va porter notre candidature en tu indépendant. quittes définitivement le parti. On veut revenir encore. Après, Soit tu il quittes y a le parti côté un peu, on va dire, paternel. Je veux dire, on est le père, c'est le bon père de famille, le chef de parti, c'est le bon père de famille. Et tu as ce que tu appelles dissident ou indépendant, qui a envie de prouver que je suis capable de vous ramener des voix, je suis capable de m'imposer, de montrer mon leadership. On dit souvent, le pouvoir, il s'arrache. Donc, tu as peut-être l'impression que certains moi, je pense que veulent souvent, on accepte prouver qu'ils sont de bons quand ces enfants, qui sont capables de ramener la quand victoire à ils leur reviennent, tant que parti. ça Voilà. permet de faire gonfler les scores, on met de côté Voilà, bien tout ce sûr, qu'on avait. Non, mais après, exactement, il y a une question de discipline, tous les a priori, toutes les tensions, on met ça de côté et puis on revient, on accepte la victoire finalement. Mais c'est ce que les partis ne veulent plus. Les partis ne veulent plus parce que le RHDP l'a clairement PDCI. signifié, le PDCI également. Je pense qu'aucun parti ne souhaiterait que certains membres certains membres non désignés partent en indépendance, cherchent à revenir. Ça fait une forme de un petit désordre quand même dans le parti. Exactement. Maintenant, le problème que pose quand même cette atmosphère et cette rébellion des candidats, c'est la question de la démocratie interne au sein des partis politiques. On en a déjà parlé ici. Et effectivement, la primaire ou les primaires pourraient être un début de solution à ce problème-là. Parce qu'effectivement, il y a des partis qui sont gérés d'une certaine façon qui ne permet pas l'expression de toutes les sensibilités au sein de cette formation politique. Au-delà de tout Donc c'est ça, un débat de fond qui est aussi la conséquence du choix des candidats. Ça pourrait s'entendre effectivement, comme tu le dis, mais je pense qu'il faut quand même tenir compte des réalités sociologiques, les nôtres en réalité. Quand vous voyez les partis, logiquement, si on doit s'appuyer sur des primaires en parti, c'est-à-dire que c'est les militants qui votent. Mais aujourd'hui, les partis ne peuvent pas vous dire exactement les militants dans les zones. Pourquoi? Parce que les gens n'ont pas les cartes. Il y a plus de sympathisants que de militants. Exactement. Donc, du coup, le collège électoral, il sera constitué de qui? Donc, ça pose un problème à la base. Voilà pourquoi la question même du primaire devient un peu difficile dans nos partis ici. Donc, ce qu'il y a lieu de faire, effectivement, comme je le dis, moi, je pense qu'il faut avoir l'humilité, et je pense que c'est surtout ça, il faut avoir l'humilité d'ouvrir le débat avec les candidats. D'ouvrir le débat, échanger avec eux de façon franche et leur faire comprendre que l'objectif in fine, c'est d'apporter le siège au parti. C'est l'objectif in fine. Peu importe l'individu qui est là, l'objectif in fine, c'est d'apporter. Et donc, quand c'est comme ça, même si on a désigné un, tout le monde se met autour pour permettre clairement au parti d'atteindre son objectif. Mais ça, c'est aussi important. Moi, ce que j'aimerais dire, tu as parlé d'humilité, mais en vérité, ce qui se passe dans les différents QG, c'est que les candidats qui sont en opposition lors des études de dossier, celui qui est choisi n'a pas l'humilité nécessaire d'aller vers l'autre aussi. Et je pense que c'est ce que Brédumou a fait en disant à chaque candidat d'aller vers l'autre qui n'a pas été choisi, de sorte à ce qu'ils puissent travailler ensemble. Je pense qu'on l'a vu au plateau entre le candidat Fabrice Sarognon et Odé, qui a appelé ses partisans à soutenir Fabrice Sarognon. Je pense que c'est ce qui est important, ce qu'il faut faire en fait, avoir l'humilité. Franchement, c'est moi qui ai été pris, ce n'est pas toi, mais viens pour m'aider, on fait ça pour le parti, parce que le grand gagnant doit être le parti.
Et malheureusement, hein, j'entends bien là-dessus, malheureusement, ce qui donne encore de l'énergie à ces candidatures indépendantes qui reviennent, c'est que malheureusement, dans certains cas, Il l'emporte. ils l'emportent. Oui. C'est le message que ça ramène au parti. Mais, qui au-delà, même pas- si ça, il l'emporte, Oui. même si, moi je vais dire, les partis politiques doivent être intransigeants. Même si ces candidats emportent ces élections-là, il ne faut pas Mais accepter quelles leur voix. conséquences, quelle lecture on fait du mais fait c'est que ça, ces partis, mais ces c'est ce que- personnes qui ne sont pas c'est ce que choisies, là, l'emportent? c'est Quelle lecture on en C'est ce fait? que je disais tout à l'heure dans mon précédent propos. En fait, il ne faut pas perdre de vue qu'au-delà juste d'une question de compétition, il y a la réalité de l'équation personnelle de l'individu Exactement. avec sa population. sûr. Ça existe. C'est le plus important. Vous allez voir que des zones dans lesquelles ces personnes qui ont décidé d'aller en candidature indépendante l'ont emporté, c'est parce que ces personnes ont une réalité personnelle avec les populations sur la place, qui n'est pas forcément la réalité du candidat choisi par le parti avec le peuple. Donc c'est une réalité en fait. Donc c'est pourquoi je dis qu'il faut que les partis aient le courage dans leur méthodologie d'ouvrir le dialogue. Parce que tant qu'on sera dans une chasse gardée, c'est-à-dire entre 4 murs, 16 ou 10 personnes se réunissent, et puis sur la base du patronyme ou bien sur la base peut-être des affinités, on décide de trucs, souvent on peut se retrouver dans ce schéma-là. Bon, en même temps- Sinon, la question des indépendants qui partent remporter des élections, ça pose la Mais en même temps, problématique de j'ai dit, l'équation. je- je qu'on l'ai avait évoqué, pas c'est vrai, réagi mais au cas par après, cas, il faut regarder le nombre aussi d'indépendants Oui, il faut dissidents qui réagir au remportent cas des par cas, élections. bien Ça, sûr. C'est voilà, pas c'est nombreux, pas non c'est pas plus une nombreux, règle. voilà. Pour C'est tous pas ceux qui sont aussi- partis, ils sont ouais. systématiquement Pas nombreux, voilà. revenus avec la Il faut victoire. réagir au cas par cas. Exactement. Alors aujourd'hui, Madame Maï, nous avons évoqué M. Ouattara Draman tout à l'heure, nous l'avons évoqué. Donc vous avez dit OD, mais avant on avait dit Ouattara Draman. Ça va être, voilà, on va rectifier ça comme ça une bonne fois pour toutes. Bon, je voulais dire une chose. Aujourd'hui, nous avons évoqué la question des indépendants. Demain, nous parlerons des femmes qui se positionnent également. Ça fait plaisir. Hein, Très ça fait important. plaisir. Voilà. Et donc, Jacqueline Loès-Hoble, Madame Jacqueline Loès-Hoble sera en notre compagnie, ancienne ministre de la Justice. Elle est l'auteur d'un ouvrage dont on aura l'occasion de parler au cours de cette émission. Nous sommes de retour sur le plateau du Grand Talk. Merci d'être en notre compagnie, merci d'être restés fidèles. Et merci à ceux qui nous rejoignent sur les canaux 206 du Bouquet Canal+, numéro 6 de la TNT, sur nos pages des réseaux sociaux. Rien qu'à l'annonce de l'invité que nous allions avoir sur le plateau, eh bien, les réactions ne sont pas faites attendre. Elles ont été très nombreuses. J'ai eu de nombreux j'aime cette femme, j'aime beaucoup cette femme, parce qu'en réalité, notre invité est le professeur Jacqueline Loès-Hoble. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Bonsoir, professeur. Merci d'être sur notre plateau ce soir. Quelqu'un m'a même remarqué, il dit, tiens, on va parler de la CEI. Non, bien sûr. Avec le professeur, on parlera justement de cet ouvrage, ce magnifique ouvrage dont le titre est Le droit ivoirien des successions. C'est la 3e édition de l'ouvrage. Merci d'être en notre compagnie. Alors, qu'est-ce que je vais dire beaucoup de choses sur vous. Vous avez été ministre de la Justice, député, maire. Non, pas maire. Pas encore maire, pas maire du tout. Voilà, ça oui. Professeur agrégé. Oui, Première, je pense, Première, première s'il te femme plaît. professeur agrégé de droit. Voilà. tout à fait. Ok. Ministre depuis 1990. 10. Sous le règne d'Alassane Ouattara, encore Premier ministre. Je pense que Oui, vous ça, avez vous de faites nombreux voyager admirateurs des- sur le plateau. Ah oui, ben, je vois bien. La première question, professeur, dites-nous, quand parle-t-on de droit de succession, qu'est-ce que c'est que le droit de succession? Bien, le droit, d'abord, ce sont des règles qui sont applicables à quel domaine? Aux successions. Quand on parle de succession, on parle de venir après, à la suite d'eux. Ça veut dire que, quand on parle de succession, il y a un décès, il y a quelqu'un qui n'est plus, et il y a des personnes qui doivent venir à la suite de cette personne. Et la question beaucoup de problèmes dans nos familles. Il y a beaucoup on va dire de dissensions qui naissent des problèmes de succession lorsqu'une personne décède. Pourquoi, selon vous? Comment vous l'expliquez, malgré ces années? Bien, d'abord, je peux l'expliquer par 2 raisons. La première, c'est que nous sommes passés de la tradition à la loi. Nous avions nos coutumes. Et sur nos coutumes, au décès d'une personne, ce ne sont pas ses enfants qui étaient appelés à la succession. Ce sont, selon le régime, selon le système matrilinéaire ou patrilinéaire, si c'est le système matrilinéaire, c'est l'oncle maternel ou le neveu, fils de la sœur. Et si c'est dans le système patrilinéaire, c'est le frère ou le fils. Donc, dans tous les cas, jamais un enfant était constitué le premier ordre d'héritier. Nous arrivons maintenant avec la loi. En 1964 déjà, et la loi a bouleversé cela en disant désormais, ce sont les enfants qui constitueront le premier ordre d'héritier. Vous comprenez bien que les oncles
qui jusque-là était pouvoir j'avais ce pouvoir, qui avait tous ces droits, se retrouvent écartés du jour au lendemain. D'où les conflits entre les oncles et les enfants. Donc les héritiers traditionnels et les héritiers légaux. Ça, c'est une première catégorie de conflit. Mais il y a une deuxième catégorie de conflit. Et cela, c'est entre les enfants eux-mêmes. Donc les héritiers modernes. Parce que justement, soit ils sont du même lit, le même père, la même mère, mais il n'empêche qu'il y a des dissensions, soit ils sont de lits différents, hein, parce que justement le père a eu un premier mariage, un deuxième, un troisième, etc. Et les enfants, justement, ne s'entendent pas. Alors, allez-y, Oui. tu as terminé. Oui, et pour cela, justement, pour éviter cela, et moi j'en appelle vraiment aux parents, la loi donne des moyens pour échapper à cela. C'est-à-dire que les ascendants, qui sont les pères et mères, peuvent, de leur vivant, préparer leur succession. Ça veut dire qu'ils peuvent faire ce qu'on appelle le partage d'ascendants. Ils peuvent appeler leurs enfants selon leurs qualités, selon leurs compétences, etc. Et également selon la composition du patrimoine qu'il va laisser, faire la distribution, ce qu'on appelle déjà le partage des biens entre les enfants. Ça, c'est ce qu'on appelle la donation-partage. De son vivant, déjà, il le fait. Et si les enfants sont d'accord, c'est terminé, le partage est fait. Maintenant, ce partage-là, il peut le faire dans un testament. À ce moment-là, on parle de testament-partage. Mais ce testament-là ne prendra effet qu'au décès, hein, n'est-ce pas, du testateur. Est-ce que la culture du testament, on l'a dans nos pays? On a l'impression que c'est tabou. J'avais un ami dernièrement qui partageait cela, qui disait qu'il a moins de 40 ans et il a fait déjà son testament. Et après, bon, c'est vrai que ça a commencé à grincer dans le dos en me disant, mais si tu fais ton testament, est-ce que tu n'appelles pas la mort et tout? Culturellement, c'est tabou d'écrire son testament quand on est jeune ou quand on est encore vivant. On peut dire que parce que dans la tradition, autrefois, nous avons une tradition orale. Oui. On n'écrivait pas. C'est ça. On parlait, bon, si je meurs, voilà ce que vous devez faire, etc. etc. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment, on n'est plus dans la tradition orale. Et on peut l'écrire, et on doit l'écrire, mais moi, j'incite les Ivoiriens à le faire. Parce qu'il n'y a pas seulement que la transmission des biens, il y a également la manière dont les obsèques doivent se dérouler. Vous voyez bien les palabres qu'il y a entre le lieu, le choix du lieu d'enterrement. Oui. Les enfants disent à Abidjan, les parents disent au village, etc. Entre le conjoint suivant et son... Non. Il y a tellement de problèmes. C'est vrai que c'est toujours très délicat. Est-ce que Mme Oui, d'écrire son testament. Ou bien d'évoquer ces oui. questions de je souhaiterais un commentaire là. Mais pourquoi? Aujourd'hui, on a déjà n'est-ce pas, des Ivoiriens, des ceux qui ont déjà tout préparé. Oui. Il y en a même qui ont préparé jusqu'au test à la messe de Requiem. Les tests qui devaient être lus et tout, même le communiqué, sauf bien sûr ne sachant pas la date du décès. Même la musique qui sera même jouée la pendant musique et l'enterrement. tout. Mais oui. Moi, je pense qu'il faut dépasser, il faut faire en sorte de ne pas avoir peur de la mort. Je lis sur les pages des réseaux sociaux quelqu'un qui nous écrit pas le testament aussi, pour ça il faut avoir des biens. Non, mais même le testament, il n'y a pas que l'aspect patrimonial. Hein. Je vous parlais de l'aspect extra-patrimonial, c'est-à-dire comment je voudrais voir mes obsèques, etc. Tout le monde doit être autour. Je voudrais donner mon corps à la science. Je voudrais vraiment qu'on fasse être incinéré. Bon, ça, c'est pas encore dans nos habitudes, etc. Mais voilà, en tout cas, je vais aller au village. Est-ce qu'il faut que ça se fasse selon la tradition, etc. Tout ça, ça peut être réglé. Daouda. Ok, professeur, moi, la question que je voulais savoir, puisque vous avez parlé de testament aujourd'hui, quelle est la différence entre une succession légale et puis une succession testamentaire? Ouais. Bien, la loi vous donne la possibilité à chacun de faire un testament, donc une succession, n'est-ce pas, testamentaire, en ce sens que vous pouvez mettre vos dernières volontés. Mais attention, ce n'est pas parce qu'on vous permet de faire le testament que vous pouvez faire venir à la succession n'importe qui. Parce qu'il y a des règles. Le testament est encadré. Parce que par exemple, les enfants sont des héritiers réservataires. On ne peut pas les exclure de la succession. Donc, on ne peut pas voir un père dire, bon, mon fils, il m'ignore, donc je vais l'écarter de la succession. Et faire un testament en l'écartant. Ce testament sera nul. Ah oui. Donc même un père qui réunit ses enfants, qui réunit son fils ou sa fille, Oui. Il doit l'inclure dans son testament. Ah oui, tout le monde. Enfin, s'il ne fait pas de testament, mais s'il fait un testament, c'est pour tous les enfants. Et surtout que maintenant, les enfants, tous, quelle que soit la nature de leur filiation, qu'ils soient enfants légitimes, naturels, adultérés, maintenant, bon, le mot adultéré n'existe plus dans la loi, etc. Dès lors que le conjoint a été informé, bon, et lorsque la filiation est établie, tous ceux-là ont les mêmes droits
homme et femme, quel que soit l'âge, même l'enfant simplement conçu, a droit à la succession. Mais qu'est-ce quand que, vous dans dites ce ça- cas, juste... Allez-y, Daouda. Donc, je voulais savoir, quelles sont les formalités nécessaires pour rédiger un testament qui est valide, puisque tout à l'heure, vous avez parlé de validité. Oui. Alors, le testament peut être holographe, c'est-à-dire que vous pouvez, chez vous, faire un testament, écrire tout de la main, signé, daté. Bon. Mais là, le risque ici, c'est que, bon, n'étant pas juriste, vous pouvez, par exemple, être emporté par les sentiments et dire, bon, L'émotion. elle n'est jamais venue me voir depuis qu'elle est mariée la et tout réunis. ça, et donc je lui donne rien. C'est ça. Vous ne pouvez pas le faire. Donc, et maintenant, vous pouvez faire le testament mystique devant le notaire. De toute façon, vous pouvez aller dicter, etc. Le notaire, bon, il sera un conseil pour vous, vous dit, ah, vous pouvez faire ça, vous ne pouvez pas faire ça, etc. Vous voyez? Donc, il y a toutes ces possibilités. Alors, professeur, nous, on a été vraiment bercés par, et j'ai même été un tout petit éduqué par la télévision et par les films. On a vu effectivement dans les films qu'il y avait des personnes qui disaient tel fils, Je ne veux pas. il n'a rien dans le testament. C'est-à-dire, je lègue tout à ma femme et les enfants n'ont rien. Si. Vous avez parlé tout à l'heure de est-ce que c'est possible? Parce que je crois que c'est une question qui est très Oui, importante. mais tout dépend de la loi applicable. Parce que si c'est dans un pays où le législateur n'a pas accordé de réserve aux enfants, ne dit pas que les enfants sont des réservataires, bon, il peut effectivement les exhéréder rapidement. Mais si la loi dit tel et tel enfant, il y a une réserve pour eux, vous ne pouvez pas exclure ces enfants. En Côte d'Ivoire, en Professeur, l'occurrence, il y a une réserve. Oui. C'est une réserve. Professeur, on parle d'enfants mineurs ou d'enfants... D'enfants de tous les âges. Mais si par exemple j'ai eu un conflit avec je prends un exemple, avec mon fils ou par exemple ma fille et que je ne suis pas d'accord parce que le testament, on le fait pour léguer quelque chose aux personnes qui comptent pour nous. Oui. Ou Donc- mon ex-femme. Donc ça ne sert à rien finalement de faire un testament si tout le monde finalement est inclus. Non. Tous les En enfants faisant sont le inclus. testament, le législateur vous dit, vous avez les 3 quarts des biens qui reviennent aux enfants. N'est-ce pas? Un quart au conjoint survivant. Mais vous avez quand même ce qu'on appelle la quotité disponible, qui est de 1 quart. Ce quart-là, vous pouvez l'utiliser à l'endroit de qui vous voulez. Par exemple, si vous avez 5 enfants et que parmi les 5 enfants, il y en a un qui a un handicap lourd, qui n'aura pas les mêmes n'est-ce pas, chances que ses frères, vous pouvez lui donner cette quantité disponible. Très bien. Allez-y. Allez-y, Oui. allez-y. Allez-y, Vous pouvez- professeur. voilà. Alors, ce qu'on va faire, donc, nous, on va se tourner vers Alizé qui avait une question avant pour le professeur. Bon, je pense que le professeur avait entamé, en fait... Mais dites-nous. Voilà la réponse de votre question. Oui, de ma question. Aujourd'hui, en fait, le problème, ce n'est pas que les gens n'ont pas connaissance des lois sur la succession. Le vrai problème qui se pose, c'est surtout le respect ou l'application de ce que la loi prévoit. Aujourd'hui, par exemple, quand quelqu'un décède, les gens savent, c'est-à-dire que la plupart des parents, ils savent que les enfants doivent avoir un bien, la femme doit avoir un bien. Mais ce n'est pas mieux, c'est-à-dire que les gens, par devers la loi, décident de s'accaparer tout, vraiment au préjudice de la famille. Et puis, quel est le recours dans ce cas précis? Au point que certaines Ouais, c'est un personnes vrai même problème. hésitent à contacter les mariages de certaines ethnies. On leur dit ceux-là, Voilà, si on fait, voilà, on aura rien. depuis, nonobstant ou voulant au pied toute forme de règle, vont débarquer un matin, vont ramasser toutes les biens. femmes dehors. Non. C'est possible. Mais seulement vous avez les enfants des recours. Le recours, c'est de saisir le tribunal. À partir du moment où vous êtes assuré que ces biens-là appartiennent à vos parents, à votre père ou à votre mère, mais le tribunal fera en sorte que ces biens vous soient rétrocédés. Vous voyez? Mais le problème, la difficulté, c'est que lorsque, par exemple, le défunt avait hérité dans la tradition, vous savez que dans la tradition, les biens avaient un caractère collectif. Par exemple, ils ont une maison, la maison de famille, ils ont une plantation qui appartient à la famille. C'est ça. Et celui-là qui est décédé était en fait le chef de ce lignage. Il gérait ses biens au nom de la famille. Et le voilà qui décède et les enfants veulent prendre ces biens-là. Alors là, les autres, les héritiers coutumiers se disent non, ce n'est pas la propriété de votre père seul. Ce sont des biens qui sont indivis. Et donc, vous ne pouvez pas vous accaparer cela. Et là, quand vous allez devant le tribunal, ou si vous arrivez, vous les enfants, à prouver que ces biens-là sont la propriété exclusive de votre auteur, on vous les restitue. Mais si vous n'arrivez pas à prouver, ces biens seront restitués aux membres de la famille. Très bien. Mais Il y a tout aujourd'hui, ça, vous parlez de... Pardon, Daouda, j'ai Alain avant. Bon, j'ai une petite question. J'étais occupé à gérer 2-3 choses. Sur les mariages coutumiers, comment la loi règle-t-elle ce problème lorsque la question de la succession se pose? C'est ça. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième, c'est quand il n'y a pas d'enfant dans le couple, comment la succession se gère-t-elle? Bien. Bon, on commence par le dernier. Quand il n'y a pas d'enfant dans le couple,
bon, c'est en défaut d'enfants, sont les pères et mères et le conjoint survivant. À défaut de père et mère, etc., le conjoint survivant et les frères et sœurs. Donc, ça veut dire que tant qu'il y a des enfants, aujourd'hui, dans la loi de 1989, ce sont les enfants et le conjoint survivant. Les enfants pour les 3 quarts et le conjoint survivant pour le quart. Maintenant, pour revenir à la question des mariages coutumiers, les mariages coutumiers dans notre pays n'ont aucun effet légal. C'est ça. La seule union qui a des effets légaux, c'est l'union célébrée par un officier de l'état civil. Donc, ceux de nos concitoyens qui se contentent aujourd'hui encore du mariage coutumier, mais ils sont considérés, je m'excuse, mais comme des concubins. Et comme la loi ivoirienne ne consacre aucun statut aux concubins, donc voilà, ils ne sont pas pris en compte dans cette loi. Mais Bon, juste un mot, s'ils ont des biens en commun, parce qu'on peut être concubin, acheter Tout une à fait. maison, des terrains, comment cela se Tout à gère? fait. Si pendant le concubinage, ils ont acquis un certain nombre de biens ensemble, parce qu'ils ont quand même vécu ensemble, ils ont peut-être acheté une maison, ils ont peut-être ensemble cultivé une portion de terre, etc. Là, on peut dire que ces biens-là sont en indivision. Et étant en indivision, on va leur appliquer les règles de l'indivision, c'est-à-dire que ça sera partagé en deux. Chacun aura la moitié. Mais vous savez, la difficulté ici par rapport à celui qui est marié sous le régime de la communauté, c'est que si vous êtes marié sous le régime de la communauté et que vous avez acquis un certain nombre de biens, vous avez des biens propres à chacun et de la communauté, au moment de la dissolution du mariage et donc de la communauté, on va partager la communauté en deux. Mais si chacun reprend ses biens propres, mais si vous n'arrivez pas à prouver que tel bien vous est propre, ce bien est présumé être commun. Parce qu'on considère que bon, vous avez vécu ensemble, vous avez travaillé ensemble. Si un bien X a été figure là et que vous ne pouvez pas prouver que ce bien vous est propre et personnel, on présume que ce bien est commun, il va être divisé. Juste en une deux. petite précision, c'est pour comprendre. Alors, le défunt, donc le couple marié, Civilement. non, Traditionnel. avec un mariage traditionnel, Oui. bon, l'autre moitié de celui qui est parti revient à qui? À sa famille? Non, mais l'autre moitié, c'est comme le régime successoral normal. Là, une fois que les biens indivis ont été partagés, la part du défunt va constituer sa masse successorale. Voilà. Pour ses Et pour héritiers. les héritiers. D'accord. D'accord. Bon, la première question que je voulais poser, c'est comment est-ce que, on parle de succession, comment est-ce que les dettes d'un défunt sont-elles traitées à sa succession? Ça, c'est la dette. Et la deuxième question, quels sont les droits de succession pour les biens détenus en copropriété? Bien. Alors, la première question, vous avez dit Les dettes. les dettes. Monsieur, oui, donc Effectivement. vous avez le temps de poser 3 questions. Hein. Je n'ai pas besoin de tout temps. Effectivement. Vous savez, les successions, c'est la transmission d'un patrimoine. Et un patrimoine est toujours composé d'un actif et d'un passif. Et donc, d'abord, vous devez accepter la succession. Parce que vous êtes libre de renoncer à la succession. Si vous renoncez à la succession, vous êtes étranger à la succession, donc vous n'avez rien à voir avec la dette, les dettes et tout ça, puisque vous n'allez pas acquérir les biens également. Mais si vous acceptez la succession purement et simplement, vous serez tenu ultra viré successionniste, c'est-à-dire vous serez tenu au-delà des forces de la succession. Donc, par exemple, vous avez une succession qui fait 100, et finalement, les dettes font 150. Parce que vous avez accepté purement et simplement, vous aurez à payer les 50 autres sur votre propre patrimoine. Mais vous pouvez aussi accepter sous bénéfice d'inventaire, c'est-à-dire à concurrence de l'actif. Bon, je sais que mes parents ont eu une vie un peu, n'est-ce pas, ils doivent avoir beaucoup de dettes. Bon, moi je considère que je vais accepter jusqu'à concurrence de l'actif. Et puis après, bon. Sinon, normalement, avant d'appliquer, n'est-ce pas, les droits d'habitation, on doit retrancher toutes les dettes qui doivent être payées par les héritiers. Et c'est sur l'actif net que les droits d'habitation vont être Et celui de la exercés. copropriété maintenant? Et pour la copropriété, mais à partir du moment où vous êtes copropriétaire, c'est un peu comme la même chose que pour la communauté. Donc ça va être divisé en deux. Si on peut diviser, parce qu'on ne peut pas diviser une maison. Si c'est-à-dire qu'une maison, donc à ce moment-là, soit on l'attribue à X, et X doit une soute à l'autre, c'est-à-dire il faut remplir l'autre de ses droits. Ou alors, on vend la maison, ce qu'on appelle la licitation, on licite la maison, et les deux se partagent, n'est-ce pas? Alors, le fruit de tout cette à l'heure, vous vente. parlez des droits de mutation. Quels sont les taux aujourd'hui appliqués en Côte d'Ivoire? Ah, les taux sont vraiment ont été bien rabaissés parce qu'autrefois, d'abord, comment on appelle ça déjà? Autrefois, c'était les abattements. L'abattement qu'on applique autrefois, c'était de 20 millions.
Aujourd'hui, c'est 100 millions. C'est-à-dire que sur la part de chacun des héritiers, on va d'abord retrancher 100 millions. Et c'est sur le reste qui vont venir être appelés à la situation. Et ça, maintenant, les taux sont en fonction du montant, n'est-ce pas, de l'actif. Par exemple, l'actif, la dernière fois, de 4 milliards et quelques, le taux, c'est 5%. Alors que si l'actif est de 50 millions, c'est 2%. Et même avec l'actif de 50 millions, finalement, il n'y a pratiquement pas d'impôt à payer, puisque déjà les 50 millions sont inférieurs au taux d'abattement, l'abattement qui est de 100 millions. Donc la majorité des successions ne payent pas d'impôt. Comparativement à des pays de la sous-région. Madame Bleu, sur la question. Non, je veux juste rapidement. sur le taux de mutation. Est-ce que comparativement à d'autres pays de la sous-région, est-ce qu'il est plus avantageux d'être héritier ou En Côte d'Ivoire qu'ailleurs. Ou par exemple au Sénégal? Voilà, j'ai pris l'exemple du Sénégal parce qu'effectivement, avant la loi de finances de 2016, vous voyez, la situation de l'héritier sénégalais était bien meilleure que la nôtre. Parce que là-bas, déjà, l'abattement était de 200 millions, ou quand nous étions à 20 millions. Maintenant, depuis 2016, ils sont passés à 100 millions, mais eux, l'abattement demeure toujours à 200 millions. Et ce qui fait que si vous avez une succession d'un actif de près de 4 et quelques milliards, en Côte d'Ivoire, vous aurez à payer peut-être 200 et quelques millions. Là où, de l'autre côté, au Sénégal, par exemple, vous allez payer 81 millions. D'accord. Est-ce Vous que parlez des de personnes- donation. Est-ce que des personnes, oui. S'il vous plaît. Je note dans votre ouvrage, madame, professeur, vous évoquez, il appartient aux héritiers légaux d'agir. Et on parle un tout petit peu du mécanisme. Ça, on a la procédure. Et quand on la connaît, et quand le cynisme se produit, comment on réagit? Est-ce qu'on va chercher dans un premier temps le document, s'il existe ou pas? Après, est-ce qu'on va se tourner vers un notaire? Comment on agit? Puisque Bien. vous évoquez. Le problème, c'est que nous, les Africains, nous sommes très, très, très cachotiers. Parce que je ne sais pas si vous avez vu ça lundi dernier, dans Fratmat. Il y a eu toute une liste sur près de 10 pages de ce qu'on appelle les comptes dormants. C'est ça, les comptes dormants. Voilà, ce sont des comptes dont il n'y a eu aucun mouvement La depuis BCE des fait années. obligation aux banques de pouvoir Justement. publier ces comptes-là. Voilà. Et ça veut dire que pour la plupart, ce sont des personnes qui sont décédées. Bien sûr, il y a des personnes qui ont changé d'adresse et tout, mais généralement des personnes décédées. Donc, si vous ne dites pas à vos enfants que vous avez un compte à tel endroit, à la Société Générale, à la BCC, et tout ça, les enfants ne savent pas. Donc, quand le décès intervient, il faut d'abord aller au tribunal pour se faire obtenir le certificat d'hérédité. Donc, vous allez venir avec vos extraits d'acte de naissance, l'acte de décès, etc. Et s'il y a un conjoint, avec l'acte de mariage, etc. Lorsque vous aurez eu cet acte-là, avec ça, vous pouvez maintenant aller, par exemple, à la banque pour voir quelles sont... Et là, comme vous ne savez pas quelle banque, on voit les héritiers se promener de banque à banque. Et ça ne fait pas, c'est pas joli. C'est pas joli, alors qu'il suffisait que... Même on ne vous demande pas de donner le numéro de compte, mais dites tout simplement que j'ai un compte dans telle banque, dans telle autre, etc. Et rapidement, est-ce que des personnes extérieures peuvent s'opposer à une succession, à un héritage? Est-ce que c'est possible? S'opposer comme... Dire qu'ils ne sont pas d'accord avec cette succession, par exemple. Des parents? Est-ce que ça peut intervenir des parents ou d'autres personnes extérieures à la famille? Non. Avec des arguments? Par exemple, ce genre des de choses. ascendants. Des ascendants. Non, les ascendants ne peuvent pas. Parce que la loi a établi l'ordre de succession. Les descendants et le conjoint survivant. À leur défaut, à défaut des descendants, les ascendants et le conjoint survivant. À défaut des ascendants, les frères et sœurs et le conjoint survivant. Donc, personne ne peut se plaindre. Même s'il se plaint, il va au tribunal, il sera débouté. Exactement. Professeur, question. Oui, je pense que dans mes lectures vous concernant, on a vu que vous avez très souvent évoqué la question de la succession et vous avez souvent estimé qu'il y avait quand même quelques bémols, des choses n'étaient pas faites comme il se doit. Vous, aujourd'hui, qui êtes devant nous, quelle est votre opinion personnelle sur la loi de succession? Parce que ce n'est pas vous qui avez légiféré, c'est des députés qui ont voté cette loi. Vous qui êtes professeur de droit, quelle est votre opinion personnelle sur la loi de succession en Côte d'Ivoire? Bien, je dois vous dire que la loi a évolué, Dieu merci. Sinon, si vous prenez mes écrits, comme vous avez dit, depuis ma thèse et tout ça, vous avez vu que la plupart de mes propositions ont été retenues dans la loi de 2019. Ok. Sauf celles qui concernent les ascendants. Moi, je me suis toujours dit que nous sommes en Afrique, tous les ascendants, tous les pères et mères et tout ça, n'ont pas eu la chance d'être salariés, n'ont pas de pension. Et donc, ce sont les enfants qui s'occupent d'eux. À la fin du mois, qui achètent justement un sac de riz, donnent de l'argent et tout ça. Et c'est dommage qu'à leur décès,
personne ne puisse prendre la relève. Parce qu'en plus, nous, les enfants, généralement, maintenant, ne voient même pas au village. Ne sont pas proches de leurs parents. Et ça, c'est notre responsabilité, vous voyez. Et donc, je me dis, par exemple, il aurait fallu que pour les ascendants, on puisse se dire, quels que soient les héritiers en présence, on devrait pouvoir leur remettre une part. Mais ça n'a pas été retenu. Très bien. Sinon, le reste a été retenu. Oui, notamment pour le conjoint suivant. Merci, professeur Jacqueline West-Hoble. Je rappelle que c'est la 3e édition de votre ouvrage Le droit ivoirien des successions, disponible dans toutes les bonnes librairies. Tout à fait. Exactement. Alors, on va terminer l'émission. Tout à l'heure, j'ai dit beaucoup de choses sur vous, un professeur titulaire à la retraite, ancienne doyen de la faculté de droit, également député, ministre de la Justice. Vous siégez jusqu'en juillet, je pense, au Conseil constitutionnel. Voilà, mon mandat prend fin en juillet. Très bien. En tout cas, on a tout cela, mais sur le plateau, on a pensé qu'il y a un admirateur, le plus grand de nous tous, a décidé quand même de vous adresser un mot de fin avant qu'on termine l'émission. Et c'est Daouda. D'accord. Comme vous pouvez l'imaginer. C'est un poème, hein? Professeur, je le confesse, je le déclare, je prends la parole pour vous dire que je vous aime. Depuis tout petit, à l'âge de 5 ans, vous étiez encore ministre de la Justice sous Ouattara. Je suis tombé sur votre charme, pour votre charisme, votre intelligence, mais aussi votre beauté. Et la femme de pouvoir que vous êtes. Et je traîne encore cette défaillance parce que je suis attiré par les femmes de pouvoir. C'est pas une défaillance, hein? Bon, Ah, non, peut-être, non, non. mais je tiens à vous le dire ici présent, Madame Jacqueline West-Hoble, je vous aime. Pas à mourir, mais je vous aime sincèrement. Daouda! C'est inédit. Ben, c'est Hein? Daouda le sentimental. C'est ça, Daouda, le C'est sentimental. C'est une première. D'accord, en tout cas, moi, En tout cas, il exprimait toute l'admiration. Oui, vous voulez répondre. Pardon? Mais vous voulez répondre. Ah, vous voulez répondre? Ouais, vous voulez Je ne sais pas si ça nécessitait une réponse, mais bon. Moi, ça ne nécessite pas de réponse. Je voulais juste applaudir. Merci beaucoup. Le professeur avait un petit surnom aussi, je crois, chez les étudiants, c'était Hobble. Est-ce que vous avez déjà entendu ça? Oui. Ah oui, oh, bon. Merci, professeur. Merci, Merci franchement. beaucoup. En tout cas, au nom de toute l'équipe production, on voulait vous dire merci. Et encore une fois, vous témoigner toute notre admiration. Et vous souhaiter longue vie, en bonne santé. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Alain, je vous dirai un jour que je vous aime comme ça. Je vous dirai... Gardez le temps possible. Daouda le sentimental. Notre problème, Alain, bon, d'accord. Parce que dans notre plan, on a dit Voilà, vous le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme. C'est ça, voilà. Donc Alain, on va plutôt essayer les droits de succession. Vous me dites... Qui te mettre sur son testament. Exactement. Pas de souci. On a été très heureux d'être en votre compagnie. Prochaine escale concernant le rendez-vous, c'est demain. Prenez soin de vous et des autres. Que Dieu veille sur vous, que Dieu veille sur la Côte d'Ivoire. À demain. En tout cas, merci.